Cybersécurité, épisode technique. Je suis accompagné de David. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Nicolas. Donc je m'appelle David Bizel, je travaille chez Sequoia. J'ai le rôle de directeur scientifique, j'en suis aussi le cofondateur. Et avant de travailler chez Sequoia, j'ai eu différents rôles, différentes fonctions dans d'autres métiers en cybersécurité. Mes 2 derniers postes étaient des activités associées au domaine du CERT. J'ai pu construire le CERT à la Société Générale, une grande banque française. Donc on était à ce moment-là dans les années 2005 et arrive l'émergence de la cybercriminalité. Et donc du coup pendant 6 ans, il va falloir effectivement construire une capacité à comprendre la menace, travailler sur les incidents de cybercriminalité qui touchent la banque et ses clients. Passionnant comme domaine parce qu'on est sur l'émergence d'une menace qui à ce moment-là touche un marché. Et après, je me suis aussi occupé d'un CERT côté Airbus Cybersécurité, où là, les enjeux ne sont pas les mêmes. On bascule plus de l'autre côté. On n'est pas forcément sur la cybercriminalité, mais plutôt sur les enjeux d'espionnage. Et il s'agit, pareil, de pouvoir identifier la capacité des attaquants à faire des choses en contexte de cyberattaque. Et lorsqu'on les identifie, de pouvoir les détecter et mitiger les attaques, réagir, les protéger. Donc, on a fait des choses assez intéressantes avec les équipes. Et c'est vrai que moi, le bilan de ces deux dernières activités-là, c'était le fait que tant d'un point de vue intervention sur incident en cybercriminalité qu'intervention sur incident en contexte d'espionnage, il y avait un domaine qui était toujours hyper apporteur de valeur, c'était la threat intelligence. Donc, la capacité vraiment à modéliser les attaques, à les comprendre. Et ça me semblait intéressant, on est à ce moment-là en 2015, de lancer une démarche d'entreprise basée sur la threat intel pour se dire ce serait vraiment intéressant de cartographier, de modéliser précisément les attaquants pour après pouvoir opérationnaliser cette connaissance-là et en faire un produit de cybersécurité. Et ça, c'est le tout début de Sequoia. C'est très chouette et je suis entièrement d'accord avec le fait que c'est important de connaître la menace. Notre premier sujet, ça va être le SOC souverain. J'ai choisi personnellement ce sujet-là parce que le volet souveraineté, depuis les 11 derniers mois, s'est invité dans la discussion de beaucoup de pays parce que, il y a eu un acteur international qui a décidé de couper les liens ou d'arrêter d'être un allié avec les autres. Donc, cette discussion s'amène et dans un contexte d'un SOC ou d'un MSSP ou peu importe dans lequel on va œuvrer, ça devient très important parce que les informations de cybersécurité dans lesquelles on partage avec un fournisseur tiers sont très sensibles. On a beaucoup d'éléments importants et donc d'autant plus important comme tu apportes ce sujet-là de SOC souverain parce que dans l'esprit commun, au-delà du fait de la souveraineté pure et dure, elle a un élément de réflexion. On doit l'amener, on doit la contextualiser. C'est pas simple, c'est pas facile. La France a une meilleure expérience que la plupart des pays d'Occident à cette définition-là. Et j'aimerais ça t'entendre sur qu'est-ce que c'est, puis à quel point la souveraineté et comment ça se définit par rapport à votre cœur de métier, essentiellement, comment vous l'avez opérationnalisé, cette dite souveraineté. Pour moi, la souveraineté, ça va être le fait de pouvoir construire, utiliser et protéger une capacité ou un environnement. En l'occurrence, si on décline ça sur le côté de la souveraineté numérique, le sujet, c'est comment je me dote d'un certain nombre de produits, des logiciels ou des services, on va dire, qui vont me permettre de faire des choses associées au numérique, bien sûr. Et faire un produit de sécurité, aujourd'hui, si on en fait un millefeuille, il va être constitué de différentes couches. Ce millefeuille, on va avoir en bas potentiellement des composants matériels. Au-dessus, on a du hard. Au-dessus, on a de l'infrastructure. Au-dessus, on va avoir vraiment des couches de logiciels. Ensuite, on va avoir les utilisateurs, donc les opérations qui tournent sur cette technologie. Et à la fin, tout ça génère de la data. Et donc, du coup, ça veut dire que chacune de ces couches-là, je peux imaginer vouloir la maîtriser. Certains pays, on va dire, ont la capacité de tout faire, potentiellement d'être suffisamment bons sur toute la chaîne et d'avoir les enjeux d'approvisionnement pour tout faire. Mais typiquement, par exemple, la couche basse, l'accès juste au chip, c'est pas forcément facile. Il faut les matières premières ou autres. Donc déjà, c'est des contraintes géographiques pas forcément dotées, faciles à réaliser pour tout le monde.
Et donc, du coup, selon son positionnement géographique, on peut se dire qu'on va être plus pragmatique que ça et qu'on va essayer par contre d'être bon sur un certain nombre de couches. Peut-être pas toutes, parce qu'au moment, par exemple, à l'échelle, je pense, européenne, on sait plus aujourd'hui maîtriser toutes les couches. Mais il y en a un certain nombre qui sont encore possibles. Et donc la question, c'est comment réussir à construire un environnement qui permet d'aller chercher cette forme de souveraineté numérique avec les couches sur lesquelles on peut encore faire des choses. La data, on peut le faire, les opérations, on peut le faire, la technologie, on peut le faire, la partie cloud, on peut le faire, enfin, les infrastructures. Les couches plus basses, c'est quand même plus compliqué. Donc là, il faut peut-être assumer le fait que le risque, là-dessus, on le déporte chez un acteur à peu près de confiance. Et on s'appuie sur les couches du dessus pour éventuellement détecter si jamais il y a des déviances par rapport aux couches plus basses. À partir de cette définition-là, comment vous avez matérialisé votre produit, votre SaaS de CTI essentiellement et de gestion d'informations qui sert à vos clients? Comment vous avez matérialisé? Parce que c'est intéressant de voir parce qu'il y a beaucoup de puristes qui vont aller trop loin, puis il faut accepter le fait où on est, il faut accepter les choix comme pays on a fait. Et comment, justement, là, tu le mentionnes comme ça, mais après, vous, vraiment, comment ça s'est... ça l'a atterri, cette pragmatisme-là? Ouais, alors je vais décrire un petit peu ce qu'on fait, parce que sinon, ça va être un peu trop imagé. Donc, nous, Sequoia, on est une SOC plateforme. Ça veut dire qu'on apporte les capacités à opérationnaliser les fonctions de SOC. Donc, SOC, Security Operations Center, c'est des activités qui sont faites soit par des grands comptes qui ont leurs propres équipes, soit par des offreurs de services qu'on va appeler des MSSP, Managed Security Service Provider, et qui vont délivrer ce SOC, on va dire, pour des entreprises, soit des gros, soit des moyens, voire même des fois pour des petits. Donc nous, on leur amène clé en main cette capacité de porter du SOC. Ça veut dire qu'on va avoir pris en termes de terminologie marché un ensemble de composants qui sont embarqués dans cette SOC plateforme et consolidés à l'intérieur, fédérés, unifiés. Et ça marche bien entre tous ces composants. Donc on va avoir vraiment le premier bloc essentiel, c'est le SIEM, avec l'ingestion de données, la normalisation, la capacité à avoir des règles qui tournent sur ce qui rentre. Donc, et l'indexation, le stockage long terme. Ça, c'est le SIEM. Ensuite, on va avoir l'environnement de threat intel consistant à dire, OK, j'ai la donnée client, c'est bien, mais je la mets en relation par rapport à quoi? Nous, on la met en relation par rapport à la menace. Ce dont je parlais tout à l'heure, qui est l'historique de Sequoia. On a vraiment commencé par ça, par cartographier la menace, pour dire, une fois qu'on a ça, on saura faire de la bonne détection. Donc ça, on le fait en interne. On a une équipe dédiée de chercheurs qui crée notre propre base de threat intel. On le produit en interne. Et on fait en sorte d'avoir quelque chose qui est hyper quali pour justement avoir des détections qui soient hyper quali aussi. Ce qui nous amène un moteur de détection basé sur la threat intel. Il n'y a pas que lui, mais qui est hyper efficace et hyper pragmatique. Un autre composant qu'on embarque dans la solution, c'est les activités de SOR, Security Orchestration Automation and Response. Donc là, c'est toute la logique de plan de réponse. Quand une alerte est là, qu'est-ce qu'il convient de faire? Je peux avoir ma stratégie d'entreprise, le plan de réponse, qui va me donner un peu des bonnes pratiques. Et au sein de ces bonnes pratiques, je peux aller un cran plus loin. Je peux avoir des playbooks qui vont être, eux, hyper précis, hyper automatisés en disant, lorsque je rentre à par exemple, j'ai tel déclencheur, le déclencheur pouvant être, je sais pas, une alerte de tel type, il conviendra de faire ça. Parce que j'ai justement ces composants-là sur mon système d'information. Et ça, je vais l'automatiser. C'est exactement ça qu'on fait dans la logique de SOR. C'est au moment où on a cette notion de plan de réponse, on a ces notions de playbook qui sont vraiment plus des automatisations. Et tout ça, nous, on a toujours la même logique chez Sequoia, c'est qu'on arrive avec quelque chose qui est packagé pour les équipes de SOC. Donc, maintenant, il y a du prêt à consommer. L'environnement avec tous les connecteurs existe par défaut. Donc, du coup, tu arrives, tu branches tes data sources, ça fonctionne. La threat intel, elle est là. Et dès ton premier événement, elle est capable de matcher et de détecter des alertes. Et tu as un ensemble de playbooks, de templates, on va dire, qui sont prêts à être utilisés. Mais chacun peut créer son propre environnement. Par exemple, si tu veux rajouter toi ta règle de corrélation consistant à dire il est interdit chez moi que, j'en sais rien, moi, que les laptops, que les workstations communiquent sur une zone hyper sensible de serveur, tu vas te créer une règle en disant parce que telle ressource réseau accède à telle ressource réseau, tu te lèves une alerte, par exemple. Ça, c'est pas nous qui le connaissons, c'est le client ou son partenaire. Donc, du coup, tu vas pouvoir surcharger le par défaut avec du on-top spécifique, on va dire, qui correspond à l'environnement client, tout comme sur la partie plan de réponse, définir des choses qui te sont hyper spécifiques à toi, à ton environnement, que nous, on ne connaît pas par défaut en tant qu'éditeur. Donc du coup, c'est vraiment cette logique on amène du packagé et le client ou le partenaire rajoute la couche de spécificité par rapport à son environnement. Et ça permet d'avoir, en très peu de temps,
un SOC opérationnel qui va tourner et qui va apporter un maximum de valeur. Donc cela étant dit, on apporte cette capacité de SOC. Maintenant, si on raisonne avec la notion de reprise en main et de souveraineté du SOC, comment est-ce qu'on le fait? On va avoir différents plans de lecture, enfin différentes angles de réponse qui vont être associés à ça. Le premier, ça va être la notion de où ça se passe finalement ces opérations de SOC. C'est quoi l'environnement qui va permettre de porter ça? Nous, on a démarré comme étant une activité cloud native. Ça veut dire qu'on est instancié quelque part sur Internet. Mais ça a beau être cloud, c'est bien quelque part. Et le quelque part, ça a quand même une forme de réalité géographique. Quand on dit des gens sont à AWS, par exemple, ils sont peut-être quand même US East 1, qui a quand même une forme de localisation géographique. Nous, c'est pareil, la région historique, elle a été montée sur OVH, donc du coup, on est en France. Et donc, du coup, on sait dire comment ça se passe sur cette région-là. Et du coup, à mesure qu'on a après continué de faire croître, on va dire, un Sequoia sur la scène internationale, on a ouvert différentes régions qui ont du sens par rapport aux géographies. Donc aujourd'hui, on a 5 régions de par le monde, et ce qui permet d'avoir une teinte géographique et de cohérence technologique. Donc là, on est sur la couche technologique du millefeuille de souveraineté dont je parlais tout à l'heure, et une cohérence technologique en fonction de la géographie. Par exemple, si on est sur un environnement en France, on ne va pas forcément avoir les mêmes acteurs de stockage ou sur certains sous-traitants qui seront les mêmes, on va dire, que sur notre plaque américaine. Il va y avoir des distinctions qui sont faites, et c'est normal. Et donc, du coup, c'est vraiment cette logique-là qui va avoir tout son sens. Et de la même façon, sur les métiers de qui opère le SOC, lorsqu'on est sur les fonctions de MSSP, on va avoir cette même logique-là, c'est que les acteurs MSSP européens, ou même, on va dire, français, ne vont pas vouloir s'appuyer sur une région cloud US, et les acteurs MSSP US ne vont pas vouloir s'appuyer sur une région cloud européenne. Donc il y a vraiment cette forme de connectivité qui est très logique finalement, puisque ça permet d'avoir de la data residency, on va dire, qui est localisée sur des plaques pays qui sont en concordance avec la zone géographique de marché, d'optimiser la latence aussi, puisqu'on se dit que finalement, si les technos elles sont locales, ça va aussi plus vite, naturellement. Donc il y a plein d'avantages à penser cette forme de proximité géographique par rapport à son marché. Et c'est vrai qu'avec l'atteinte, je dirais, de l'évolution de la géopolitique, on se rend compte que les clients sont devenus beaucoup plus regardants aujourd'hui sur les technologies qu'ils utilisent. Et tu mentionnais les 12 mois tout à l'heure, c'est intéressant parce que il y a 12 mois, par exemple, quand nous on regardait dans les sollicitations qu'on a des grands comptes, on n'avait pas de demande très forte sur les teintes de localisation de données, et encore moins de nationalité des sous-traitants qu'on utilise. Aujourd'hui, on sent bien que les utilisateurs, les clients, veulent lever le capot pour comprendre et pouvoir maîtriser vraiment leur workflow de cybersécurité en s'appropriant les zones de risque. Et effectivement, si moi, demain, je dois travailler avec un nouveau fournisseur, je sais que ce fournisseur, derrière lui, il y a 3, 4 autres fournisseurs, peu importe. Je vais avoir besoin, moi, en tant que client, de me rassurer sur ça. Donc, de savoir quels sont les 3, 4 autres qui sont embarqués derrière, où se passent, on va dire, tous les workflows de transmission de données. Est-ce que moi, en tant que client, j'ai un risque? Est-ce que si demain, on va dire ce qu'on a vu avec justement un président américain qui dit potentiellement je peux couper tous les usages des hyperscalers américains, et mon fournisseur numéro 1 de rang 1, il s'appuie sur un fournisseur de rang 2 qui fait appel à de l'AWS, du Azure, et que c'est coupé, qu'est-ce qui se passe dans mon workflow, moi? Est-ce qu'il n'est pas complètement bloqué? Et ça, du coup, cette maîtrise des workflows cybersécurité, les gens se les réapproprient, et c'est très bien. Et du coup, ça nous oblige en tant qu'éditeur vraiment à se poser les questions que à la fois ce qu'on va faire en tant que produit, ce qu'on construit en tant que produit, et la stack sur lesquelles on s'appuie soit hyper cohérente par rapport, pour la maîtrise des risques de nos clients. D'un point de vue pur technologique, surtout pour une compagnie comme la vôtre, vous avez probablement dû, dès le départ ou très rapidement, faire des choix technologiques qui permettent cette transportabilité
de votre fonctionnement dans différentes, là, tu mentionnais 5 zones. Donc, cette transportation-là de fonctionnement dans les 5 zones, le stockage, c'est une chose, mais le traitement en est une autre. Puis en général, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, puis tu penses, bref, avant que le gouvernement américain change, les gens étaient peu regardants sur le traitement et étaient regardants plus sur la localisation du stockage. Il y a un changement. Maintenant, ils vont regarder le traitement. Et ce que tu mentionnes justement, c'est que la stack au complet, elle est localisée dans vos 5 grandes zones que vous avez décidées. Donc, ça va demander une réflexion a priori qui est beaucoup peut-être plus complexe à certains égards, mais plus pérenne dans le temps en termes de fonctionnement. Oui. Nous, ce qu'on va faire chez Sequoia, et normalement ce que tout éditeur est censé faire, c'est qu'on va, d'un point de vue RGPD, tenir la liste de tous nos sous-traitants qui sont autour finalement de notre vie d'entreprise. Donc vie d'entreprise, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que nous, par exemple, on en parlait tout à l'heure, pour connaître un client, on va utiliser un CRM. Et ce CRM va nous permettre de modéliser tous nos clients, quelle que soit la région. Donc on a des fournisseurs qu'on utilise nous-mêmes qui sont vraiment transversaux par rapport à toutes nos activités. Et plus après on va aller vers la dynamique produit, donc plus là on est sur cette notion de régionaliser. Donc notre propre produit est instancié, on va dire, sur chaque région, et tout ce qui est propre au cœur de workflow du traitement SOC, ça, c'est nous qui le faisons. Donc, au moment là, on a assemblé, je dirais, un ensemble de briques, on a développé nos propres algos, on a développé tout un ensemble de microservices, on a développé notre propre tuyauterie. Donc, ça, c'est du développement maison. Et c'est du coup, il n'y a pas de transmission à des solutions tierces. Et là encore, c'est pour gagner en sécurité, en résilience, en latence. Enfin, sur tous ces éléments-là, c'est normal puisque ce sont je dirais les traitements les plus cœur de métier par rapport au produit Sequoia qui fait du SOC, qui sont faits en interne. Mais effectivement, quand on va aller autour, il va s'agir de s'appuyer sur des partenaires. Par exemple, envoyer un mail, on va s'appuyer sur des solutions qui envoient des mails. Stocker les datas de nos clients, on va s'appuyer sur des composants qui permettent de stocker. On ne peut pas tout faire. Donc à ce niveau-là, on va avoir des teintes justement et potentiellement des activités ou des produits différents qu'on va utiliser pour telle ou telle fonction du métier, enfin autour du métier de SOC, et qui des fois peuvent être différents selon une région numéro 1, une région numéro 2. Encore une fois, toujours par rapport aux teintes de souveraineté, parce qu'on sait qu'il y aura une préférence à tel endroit pour tel type d'acteur, une préférence à tel autre endroit pour un autre type d'acteur. Et dès lors qu'on a le même fonction ou outcome, on va dire, pour ces deux acteurs-là, on peut se permettre de différencier. Des fois, on n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas forcément de solution qui existe partout permettant d'être la référence locale. Et à ce moment-là, on va prendre un acteur global. Mais si on peut le faire, on va effectivement essayer d'avoir cette préférence régionalisante pour les sous-traitants qui nous entourent. Et par exemple, pour revenir à ce que je disais au tout départ, nous, on a une plateforme qui s'appelle trust.sequoia.io sur laquelle les gens peuvent aller pour avoir tous les engagements de confiance autour de la marque, de l'entreprise ou de comment est-ce que justement on gère la data perso de nos utilisateurs. Et la logique des sous-traitants, enfin, tous les sous-traitants définis par région va être accessible sur cette page-là. Et les gens peuvent consulter, c'est complètement transparent. Le but, c'est vraiment de mettre ça à disposition de tous et de dire la manière dont on fonctionne, on le rend transparent puisque pour nous, c'est comme ça qu'on veut se présenter au marché, c'est avoir une dynamique hyper ouverte, hyper transparente et même, on en parlera certainement par la suite, hyper interopérable. C'est très intéressant, de mon point de vue canadien, puis j'ai pas eu tant de clients qui ont eu des exigences de souveraineté à ce point-là. Et puis je vais faire une parenthèse qui est très intéressante parce que les gens n'ont peu de connaissances de cet aspect-là. Les Américains sont très ouverts sur l'usage de leurs services. Et d'un point de vue, quand on se place en France, quand on fait affaire avec les Américains vont être en même temps très nationalistes, donc ne permettront pas l'exécution sur des plateformes étrangères qu'aux États-Unis. Et ça, les gens ne le savent pas. Ils ont l'impression que on a des caprices de souveraineté ou nationalité ou peu importe. Mais le réel, c'est que l'Américain,
en tant que compagnie, a cette exigence-là depuis beaucoup plus longtemps qu'on connaît. Et l'émergence de notamment des compagnies comme la vôtre permet justement de voir que vous êtes capable de naviguer dans un environnement où les Américains exigent la nationalité. Donc, les processus américains sont dans un sol américain, mais les processus européens sont dans un sol européen. Donc, d'être capable de naviguer là-dedans, ce qui, historiquement, n'était pas si mis de l'avant parce qu'on ne le connaissait pas. Mais maintenant qu'on a un président qui nous a forcé à nous mettre ça dans le visage vraiment très, très fortement, ben là, on est capable de voir que, les Américains ne refusent de travailler avec l'étranger. Et en même temps, si on veut travailler avec les Américains, ben on doit faire cet effort-là. Ouais, je suis complètement d'accord et je pense que pendant longtemps, en fait, on était dans une zone de confort où vraiment le fait que les Américains n'avaient pas été incisifs, on va dire, on ne se posait pas de questions en fait. Et on était certainement des grands naïfs sur la manière dont l'économie numérique fonctionne à l'échelle globale. Et c'est très bien finalement le fait de s'être fait un peu réveiller brutalement et sortir du lit comme ça, bah, ça oblige de se dire ok, on a certainement été très naïfs pendant 2 décennies. Il est temps maintenant un peu de sortir, d'avoir des approches différentes. Et même si encore une fois on ne peut pas tout reprendre en main, tout repenser, il y a certainement plein de pistes d'optimisation sur lesquelles on peut faire nettement mieux à l'échelle justement de tous les blocs, on va dire, qui veulent ne pas forcément consommer cette vision du monde américaine pour le seul bénéfice américain. Je dis pas qu'il faille pas s'opposer à ça. Je dis juste arrêter juste d'être des naïfs économiques. C'est juste ça. Et d'ailleurs, c'est très intéressant votre approche parce que vous avez une certaine forme de pragmatisme où vous respectez la souveraineté locale de chacune des juridictions dans lesquelles vous œuvrez. Donc, vous êtes capable d'avoir cette souplesse-là, ce que les Américains n'ont littéralement pas. Et littéralement une incompréhension de cette souplesse-là nécessaire, donc de personnaliser régionalement un service, mais pas juste de mettre la langue du pays, mais de localiser et tout ce qui suit. Ce que tu mentionnais précédemment, c'est que dans chacune des 5 grandes zones que vous avez, vous faites des choix dans la mesure que vous êtes capable d'acteurs locaux dans ces 5 zones-là. Puis c'est, à mon sens, la plus grande révolution qu'on connaît depuis les 12 derniers mois, d'accepter d'être un acteur international, mais d'agir localement comme vous faites. Tu as tout à fait raison et tu le résumes très bien. C'est vrai que je pense que, à contrario d'un acteur américain qui se veut global par défaut, et ils sont globaux, mais du coup, ils vont penser une plateforme qui répond dans des enjeux globaux. Et ils vont rarement la spécifier ou instancier par rapport à des critères locaux, parce que c'est vrai que ça coûte plus cher ou c'est plus long à implémenter. Et nous, on est parti sur le postulat un peu différent où c'est vrai que on sait qu'on démarre pas d'un acteur avec un terrain domestique fort. Tu vois, on n'est pas une boîte qui naît aux États-Unis, on est en France, donc avec déjà des spécificités françaises sur un terrain domestique, on va dire qui est intéressant sur l'engineering, mais qui va pas développer une valeur de marché de ouf. Et donc, du coup, on est obligé d'avoir des approches comme ça qui sont peut-être différentes sur la manière de faire des Américains. Et du coup, même si effectivement on part à la conquête du monde sur le produit, on va faire en sorte que l'implémentation du produit respecte des enjeux justement de cohérence avec la culture du pays, sa manière de voir les choses, sa manière de penser la sécurité. Et ouais, je pense que ça nous distingue assez fortement par rapport à nos concurrents américains. Ouais. Pas exclusivement américain, il y a beaucoup d'autres concurrents que vous avez qui agissent comme une approche impérialiste, un peu à l'américaine, point de vue technologique. Et justement, pour moi, puis j'ai beaucoup d'admiration pour cette approche-là, puisque ça demande un effort supplémentaire. C'est comme un peu tu le mentionnais, ça coûte plus d'argent parce qu'il faut réfléchir, il faut prendre du temps, il faut adapter, il faut avoir la sensibilité du secteur dans lequel on va s'implanter et d'être capable d'accueillir et de s'ouvrir à cette préoccupation-là qui est locale. Comme vous l'avez fait aux États-Unis, vous avez été capable d'avoir la lecture de la préoccupation américaine, comme vous avez la même préoccupation en France, comme vous avez la même préoccupation en Europe, parce qu'on parle de la France, mais les autres pays européens ont des préoccupations qui sont différentes de la France aussi, donc il faut tenir en compte. L'Asie et tous ces blocs-là qui ont des lois différentes, ont des préoccupations différentes, ont des cultures différentes qui nous amènent à ça. Moi, je suis impressionné par cette
capacité-là à être, comme tu mentionnais, d'être mondial, mais local en même temps, de réunir les deux aspects qui est beaucoup plus gagnant là, à certains égards. Après, non, d'une certaine manière, on a aussi cette nécessité-là. En fait, notre première zone de clientèle, ça va être les acteurs MSSP qui finalement portent les SOC pour leurs clients. Et en fait, ces acteurs MSSP, eux, assez souvent, ils sont localisés dans des territoires. Donc en fait, c'est des très très bons aussi porte-parole, mais surtout, ils nous apportent du feedback en disant et moi, j'ai ce problème sur mon pays, sur ma culture, il va falloir que ça marche comme ci ou comme ça, parce que sinon, il y a un problème de réglementation que peut-être nous, on ne connaît pas, mais qui, moi, m'impose, on va dire, absolument d'avoir telle exigence, et donc, du coup, il va falloir que vous le mettiez en place dans le produit. Donc, du coup, on va prendre en compte aussi leur feedback pour faire évoluer des fois le produit dans sa globalité, parce qu'on pense qu'un certain nombre d'exigences vont se retranscrire après dans d'autres besoins d'autres pays. Et des fois, ça va être juste un point particulier de spécificité pour eux. Donc, mais c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur les feedbacks aussi de nos présences géographiques et de leur spécificité par le biais de ces acteurs MSSP. Super intéressant. On a fait un grand tour de ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées que tu aimerais partager? Il y a la notion de la manière de penser les clouds de confiance qui va certainement être aussi à proximité de ces enjeux de souveraineté. On parlait tout à l'heure sur la couche basse, tu vois, sur les infrastructures ou le cloud. Là, dès lors qu'on évoque des environnements qui sont SaaS, qui dit SaaS, effectivement, dit où est-ce que tu vas le porter. Donc, quelles sont les zones de hosting et quels sont les engagements de confiance que tu vas avoir sur ces hostings. Donc, en France, on va dire, tu vas avoir le Secnum Cloud, qui est un référentiel sécurité pour le cloud. À l'échelle européenne, il y a un certain nombre de choses, on va dire, qui avancent, qui bougent, comme EUCS, qui permettront demain aussi d'avoir peut-être des gages de confiance pour des zones de hosting cloud sur lesquelles, justement, tu vas pouvoir développer de l'applicatif et sur lesquelles les clients vont pouvoir être relativement confiants par rapport à des degrés d'usage plus ou moins risqués. Et sur cette logique Secnum Cloud, nous, par exemple, on a créé une région spécifique en France sur OVH qui est du coup qualifié Secnum Cloud, permettant de répondre aux exigences des clients les plus critiques qui ont des activités sensibles pour rajouter une couche d'engagement sécurité associé à du Secnum Cloud. Et plus récemment, on a aussi fait l'annonce avec Thales de l'ouverture d'une région qui est à la fois propre aux besoins internes Thales et pour des ouvertures de services portées par Thales sur du sens Secnum Cloud de Thales. Donc c'est une autre manière aussi de répondre à la capacité de déployer une solution SOC maîtrisée par un partenaire hyper de confiance à l'échelle européenne, parce que c'est des acteurs qui portent des enjeux pour les gouvernements, pour les activités de défense. Donc ça montre comment est-ce qu'on peut vraiment prendre en main une solution technique et l'amener sur un environnement de confiance comme ça, pour pouvoir justement délivrer cette valeur SOC-là, justement pour tous les clients les plus sensibles. Merci énormément pour ce partage-là. C'est super intéressant. Ça l'amène justement la phase sécurité, SOC et souveraineté en même temps. Puis cette approche-là qui est d'une très grande sensibilité aux préoccupations régionales. Puis maintenant, on a beaucoup de préoccupations régionales par rapport à la localisation de nos données et comment tout ça est fait. Ça fait que c'est vraiment très chouette ce partage-là. Merci. Chouette, merci.